Bonjour à tous, bienvenue en 2022. Nous allons commencer donc une nouvelle année. Nous allons ensemble découvrir de nouveaux aspects de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les dernières innovations pour l'autonomie des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi s'intéresser à l'innovation? Parce qu'en fait, avec la recherche, on s'intéresse au futur, aux médicaments, à ce qui nous permettra de limiter la maladie. Avec la prévention, qui est l'autre axe de notre fondation, on essaie de reculer le plus tard possible les symptômes des maladies. Et puis, il y a les patients qui ont le quotidien, les aidants qui doivent également gérer ce quotidien. Et l'enjeu, c'est de voir comment, grâce à l'innovation, on peut améliorer ce quotidien, faciliter la vie de chacun. Et c'est vraiment aujourd'hui l'objectif de ce webinaire. Je voulais profiter de débuter cette nouvelle année pour faire en fait avec la Fondation un bilan de l'année 2021. Ce sera très bref. L'année 2021, malgré une année, on va dire, surchargée par la pandémie, nous avons pu quand même maintenir une de nos missions importantes et principales qui est de développer l'information et d'assurer une communication la plus large possible. On a créé ces fameux webinars qui, à chaque fois, attirent entre 50 et 150 personnes. On vous remercie de votre fidélité. On a également on a pu organiser des petites interventions, des soutiens avec des groupes de Rotary, des groupes de Lions Club. On a eu par exemple à Châlons-en-Champagne une soupe des chefs qui s'est déroulée cet hiver, où des chefs réputés sont mis à faire 800 ou 900 litres de soupe qui ont été vendus en 2 heures au profit de la Fondation pour venir aider nos chercheurs. On a développé également de nombreux partenariats. Il y a aussi une activité qui nous a énormément occupé cette année, c'est notre souci que l'on a de vous informer de la façon dont on utilise votre argent, de ce qu'on en fait. On le donne aux chercheurs. Chacun de vos dons, grâce à notre système de fonctionnement qui a des fonds propres qui permettent d'assurer le fonctionnement de la Fondation, mais chaque don que l'on reçoit du public, chaque don qu'on reçoit de votre part, est versé intégralement aux chercheurs. Vous versez 100 euros, c'est 100 euros qui iront aux chercheurs. Nous gérons les frais de fonctionnement sur d'autres fonds qui ne relèvent pas directement de vos dons. Donc on a demandé à une association qui labellise en fait, qui vérifie, qui fait des audits, qui est l'association qu'on appelle le don en confiance. Et pendant 1 an, nous avons eu des audits, des analyses, on a regardé nos comptes, on a regardé comment nos fonctionnements, nos appels d'offres. Et aujourd'hui se déroule le passage en examen, entre guillemets, de savoir si on pourra bénéficier de ce label ou non. Je le souhaite de tout cœur et ça apportera encore plus d'éléments de transparence à notre action. L'autre enjeu qu'on a fait, c'est soutenir les espoirs de demain et on a cette action envers les jeunes chercheurs. On essaie de faire rentrer, parce que pour faire avancer la recherche, il faut qu'on aille très vite. Et pour aller très vite, il faut des cerveaux qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer et il faut de l'argent pour les aider. Alors, de l'argent, on en apporte tous les ans à nos chercheurs, mais des chercheurs, c'est très difficile entre guillemets, de faire apparaître de nouveaux chercheurs. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on s'intéresse aux chercheurs français qui sont à l'extérieur, qui se sont expatriés pour aller apprendre la recherche dans d'autres pays. Beaucoup disent qu'il y a énormément de fuite des cerveaux, mais en France et dans d'autres pays, d'ailleurs, la fuite des cerveaux, elle est plutôt des cerveaux qui cherchent à rentrer en France. Donc l'idée, c'est de prendre les meilleurs, de leur offrir un concours pour qu'ils puissent revenir des États-Unis, du Royaume-Uni, d'un peu partout sur la planète, pour venir travailler en France et nous faire bénéficier de leur formation, de leur qualité et de leur intelligence. Malheureusement, le Covid étant, très peu ont accepté de bouger parce que les règles de départ étaient compliquées, parce qu'il y avait le Covid. Donc cette année, nous avons relancé l'appel d'offres et nous espérons que enfin la pandémie va s'arrêter et nous permettre d'attirer toujours de nouveaux chercheurs. On a également ce prix Joël Ménard qui cherche à valoriser et honorer les chercheurs de moins de 40 ans, les plus jeunes, quels qu'ils soient, chercheurs accomplis, jeunes chercheurs, qui ont eu un trajet particulièrement original dans la maladie d'Alzheimer. On favorise toujours la formation à l'international avec un nouveau programme qu'on a lancé l'année passée, mais qui n'a pas encore été mis en place, qui va l'être cette année, qui est l'Institut pour la santé mondiale du cerveau. Alors, c'est en anglais, ça s'appelle Global Brain Health Institute. Ça a été créé par une fondation américaine et qui, chaque année, offre des bourses pour 150 à 200 jeunes chercheurs, médecins, chercheurs fondamentalistes de tous les domaines. Alors bien sûr, il y a la médecine, mais il y a également
les arts, la photographie, pour en fait créer une espèce de réseau international de cerveaux, de recherche. Et nous allons proposer depuis cette année aux chercheurs français la possibilité d'entrer dans ce réseau. On leur offre une année de salaire pour qu'ils puissent partir soit à Dublin, au Trinity College, une des grandes universités irlandaises, soit à San Francisco, pour justement rencontrer ces jeunes, apprendre des nouvelles choses et travailler à leur projet. On a bien sûr eu cette année encore des appels d'offres et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a organisé ce webinaire où notre objectif, je vous l'ai dit, c'était de stimuler l'innovation avec des efforts collaboratifs. Et donc, on a lancé avec le fonds de dotation Clinatech un partenariat pour essayer de renforcer les liens qu'il y a entre les chercheurs du monde Alzheimer et les médecins et les ingénieurs, les spécialistes des nouvelles technologies, pour voir comment on pourrait aider nos patients, nos aidants, en faisant travailler tout ce petit monde ensemble pour essayer de trouver de nouvelles idées, de nouvelles aides. On a lancé un appel d'offres, on a eu un lauréat, mais on va vous en parler dans quelques instants un peu de ce programme. Et puis toujours, notre habitude d'essayer d'animer les réseaux, puisque la recherche, ça peut plus se faire tout seul dans le fond de sa cuisine. Il est vraiment important que les chercheurs échangent et on a nos journées qu'on n'a pas pu faire l'année passée, toujours en raison de Covid, où on réunit tous les lauréats de la fondation, plus tous les chercheurs qui veulent bien, et médecins qui veulent bien se joindre à nous. Donc une année riche, malgré ces aspects de Covid, et qui, là encore, a toujours le même objectif, c'est-à-dire de travailler pour donner un futur à notre mémoire. Voilà, j'en ai fini pour ce petit bilan de la Fondation et je vous présente maintenant le programme aujourd'hui de notre webinaire. C'est vraiment les dernières innovations pour l'autonomie des patients. On va commencer par Madame Malvina Bires, excuse-moi Malvina, qui est responsable scientifique et opérationnelle du fonds de dotation Clinatech à Grenoble et qui va nous parler des technologies au service des patients. Ensuite, nous aurons le docteur Pierre Foulon, qui est directeur de MindMaze en France et à Montpellier, et également directeur du Labcom Brain Innovation à l'Institut du cerveau et de la moelle, à l'ICM, à Paris, qui nous parlera, lui, des thérapies digitales au service des pathologies intellectuelles et cognitives. Et enfin, nous aurons le docteur Marie-Belle Pinault, qui est la directrice à l'hôpital Broca du laboratoire en temps réel, du Living Lab, et qui nous parlera, elle, des interventions psychosociales qui utilisent des robots. Donc, vous voyez un programme extrêmement riche, je pense extrêmement intéressant, très original dans le domaine et qui vous montrera les nombreux espoirs qu'on peut avoir dès aujourd'hui pour nos patients, pour nos aidants et pour essayer d'améliorer la vie de tout un chacun. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction et cette présentation et je vais donc demander à Malvina de bien vouloir nous rejoindre sur la scène. Voilà, bonsoir à tous. Je t'en prie, vas-y, la scène est à toi et les diapos aussi. Eh bien, super, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Donc, Malvina Billère du fonds de dotation Clinatech et je vais vous parler de Clinatech. Alors, par contre, c'est Marion qui passe les slides, c'est ça? Alors, du coup, slide suivant. Non, tu peux passer les slides. Si tu vois, tu as une petite flèche sur le côté et tu peux les contrôler. Voilà, donc moi je vais vous présenter Clinatech et les travaux de recherche qu'on y fait, qui sont particulièrement des recherches technologiques. Et donc Clinatech, c'est une plateforme technologique qui se situe à Grenoble, qui a été cofondée par différents acteurs de la recherche sur le bassin grenoblois. Donc il y a le CEA, implanté à Grenoble donc depuis très longtemps et qui travaille beaucoup sur tout ce qui est microtechnologie. Qui a une grande expertise dans tout ce qui est système électronique miniaturisé et qui a un département particulièrement sur la santé. Le CHU de Grenoble a participé donc à la réalisation de cette plateforme technologique. Donc c'est important parce que ça amène des médecins auprès des ingénieurs et des gens qui font de la technologie. C'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Il y a l'Université de Grenoble-Alpes qui, bien entendu, est partenaire de cette réalisation. Et puis, le fonds de dotation Clinatech, qui est plus récent, qui a été créé en 2014 et qui a été initié pour vraiment apporter des mécénats, des mécènes à Clinatech pour pouvoir financer les projets de recherche. Donc, ce beau projet Clinatech, ça a été initié par 3 personnes qui viennent de 3 domaines très différents, puisque nous avons le professeur Amin Louis Benabid,
qui est l'inventeur de la stimulation cérébrale pour la maladie de Parkinson, qui est donc un médecin, un neurochirurgien. Nous avons Jean Terme, qui pendant très longtemps a été directeur du centre du CEA de Grenoble et qui est à l'origine du développement de la microélectronique à Grenoble. Et nous avons Alain Mérieux, donc, qui était pendant très longtemps le dirigeant des entreprises BioMérieux. Et donc, c'est ces trois personnes qui se sont rencontrées et qui ont eu pour idée de créer cette plateforme technologique Clinatech très particulière, qui mélange donc des mondes qui ne sont pas forcément généralement les uns à côté des autres, mais de créer ce lieu unique où il y a un espace clinique, où il y a des laboratoires de recherche technologique, permet en fait aux gens d'échanger et d'avoir des idées innovantes parce qu'avec des points de vue qui sont très différents les uns des autres. Donc la chance de Clinatech, c'est que c'est situé sur un campus qui est très vaste avec plein de laboratoires de recherche, des entreprises innovantes, des grosses industries qui sont des gros partenaires et des installations scientifiques très importantes. Notamment, on a le synchrotron qui permet de faire de la recherche fondamentale et des expérimentations très importantes. Et puis, pas mal de plateformes technologiques apportées par le CEA qui permettent d'avoir accès à des instruments et à du matériel de très haut niveau et de très belles performances. Donc ça, c'est vraiment une chance pour Clinatech. Et donc, voilà, donc c'est une plateforme qui a des instruments, du matériel, beaucoup de gens avec des compétences très poussées, un secteur clinique, donc avec des patients qui participent à des essais cliniques qui sont sur le lieu de Clinatech. Et c'est un endroit où aujourd'hui on traite on essaye de trouver des solutions technologiques à différentes pathologies. Dans un premier temps, des pathologies neurodégénératives, donc notamment Parkinson, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Tout ce qui est tétraplégie, donc ça c'est le projet phare qu'a lancé le professeur Amin-Louis Benami autour de la tétraplégie et comment faire remarcher un patient tétraplégique. Et puis on a des projets autour de l'épilepsie, du diabète et de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce que je vais vous présenter par la suite, c'est un peu les travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et puis, je terminerai par la maladie d'Alzheimer qui nous concerne plus particulièrement ce soir pour vous expliquer un peu ce que Clinatech démarre aujourd'hui en lien avec les technologies qui sont donc développées à Clinatech. Donc, le premier projet qui a été initié, ça fait bientôt 15 ans, avait pour objectif donc de refaire marcher un patient tétraplégique à partir de technologies microélectroniques. Et donc, ça a été un projet qui a couplé beaucoup de compétences différentes. La compétence cœur du CEA à Grenoble étant la microélectronique et la miniaturisation, c'est une compétence qui a été exploitée par la réalisation d'un implant électronique qui vient mesurer en fait les signaux à la surface du cerveau, donc les signaux d'intention du patient. Quand le patient pense par exemple à bouger une jambe, le cerveau va produire des ondes électriques. Ces ondes électriques vont être récupérées par l'implant et elles vont être transformées en un signal qui va donner vie à un mouvement qui est réalisé par un exosquelette. Donc là aussi, il y a une grosse compétence de robotique, donc un autre domaine de l'ingénierie, puisqu'il a fallu réaliser un squelette qui représentait toutes les sécurités nécessaires pour mettre un patient tétraplégique à l'intérieur et lui permettre de réaliser des mouvements. Donc, c'est un exosquelette qui permet à la fois de réaliser la marche, mais aussi à la fois de réaliser des mouvements à l'aide de bras, donc de faire bouger la partie haute de la personne tétraplégique. Et on y a adjoint aussi une possibilité pour réaliser de la préhension. Donc ça, c'est encore une autre composante technologique qui a pu être exploitée pour réaliser ce projet. La troisième compétence technologique, et c'est aujourd'hui quelque chose dont on entend beaucoup parler dans le domaine public, c'est tout ce qui est lié à l'algorithmie. Alors, on a tendance à appeler ça un peu intelligence artificielle, mais il y a différents niveaux, on va dire, d'intelligence artificielle. Mais la base de tout ça, c'est des algorithmes mathématiques qui viennent servir en fait un système, et dans notre cas, le système que ça vient servir, c'est l'interface entre la pensée du patient et l'exosquelette qui va lui permettre de bouger. Et donc, la transposition de la pensée du patient à l'exosquelette, elle se fait grâce à tout un algorithme très complexe qui permet d'analyser les intentions du patient et ensuite d'ordonner à l'exosquelette le mouvement associé.
Et pour finir, l'autre compétence qui est essentielle pour la réalisation de l'essai clinique, c'est tout ce qui est développement des interfaces du monde virtuel. En fait, ça a été vraiment un outil dans la réalisation, qui est encore en cours de l'essai clinique, puisque ça permet aux patients de s'entraîner à contrôler l'exosquelette par sa pensée. Et donc, il y a tout un univers qui a été développé par les personnes à Clinatech et qui permet de visualiser alors soit des jeux d'entraînement, soit l'exosquelette et le mouvement qui va être réalisé dans l'exosquelette. Et ce travail-là, il a été essentiel, notamment avec la période de confinement qu'on a eu en 2020, puisque les patients n'ont pas pu venir à Clinatech, mais ils ont continué l'entraînement chez eux et ça a permis de continuer la progression des entraînements des patients. Donc voilà. Donc ce projet-là, c'est un projet très complexe, comme vous pouvez le voir, qui fait appel à plein de technologies et de savoir-faire différents. Et ça a été un vrai challenge de réussir à faire travailler tous ces gens ensemble avec un focus particulier qui est que le cœur de tout ça, c'est le patient. Et donc, il faut prendre en compte le patient, c'est sa problématique personnelle. Donc, dans la réalisation de l'essai clinique, bien entendu, on est accompagné par les médecins, les soignants, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes qui s'occupent de la personne, du patient tétraplégique. Et donc, juste pour finir sur le BCI, je vais vous passer un petit film. Donc, c'est une petite interview du premier patient qui a fait partie de l'essai clinique BCI. Qui s'appelle Thibaut. Donc, Marion, tu peux lancer la vidéo. Si J'ai pensé à Neil Armstrong et les 5 mm d'alu qui séparaient du vide et de sa petite capsule avec de l'oxygène pour aller sur la Lune. Voilà, il y a des fois, il faut prendre des risques. J'étais le premier patient au monde à être opéré et avec des implants qui fonctionnent à ce point. Voilà, et à un moment donné, il faut prendre le risque. BCI, ça veut dire Brain Computer Interface, c'est-à-dire d'avoir une interface entre le cerveau qui fonctionne et la périphérie qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est destiné à animer des effecteurs, en particulier dans le cas qui est le nôtre, un exosquelette, c'est-à-dire une armure motorisée qui va lui donner la possibilité de se déplacer sous son contrôle personnel. Je suis parti avec un regard, on va essayer, on va voir ce que ça peut donner. Si ça peut m'apporter quelque chose et apporter quelque chose aux personnes dans mon état, tant mieux. Le travail au quotidien, très clairement, c'est trouver les stratégies pour réussir à passer les marches d'une à une. Au début, c'était comment réussir à marcher, après c'était comment réussir à bouger mon bras de droite à gauche, de haut en bas. Et en une année, voilà, ça a été vraiment de valider chaque étape les unes après les autres. Le but après, c'est de pouvoir tout combiner. Ça, pouvoir marcher, pouvoir utiliser les bras, pouvoir utiliser les poignets, pouvoir utiliser les mains, et que je puisse utiliser tout de manière indépendante, mais avec un seul et même programme enregistré dans l'exosquelette. Voilà, donc c'était un peu pour vous montrer ce qu'a pu vivre Thibaut et qui a été assez exceptionnel. Donc ça, c'est un gros projet qui continue. L'essai clinique est toujours en cours avec un patient qui fait des entraînements pour arriver à continuer les développements. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, donc c'est lié à la maladie de Parkinson. Donc c'est une maladie qui touche quand même beaucoup de monde et de plus en plus de monde, et sur laquelle Clinatech s'est penché, notamment parce que le professeur Benabid qui est à Clinatech a trouvé une première solution technologique qui est la stimulation électrique profonde pour contrer les effets secondaires de la maladie de Parkinson, les effets secondaires moteurs, mais il s'est toujours questionné sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour limiter le développement de la maladie et notamment la dégénérescence des neurones, et s'il n'y avait pas une autre solution technologique qui pouvait apporter une solution, un palliatif thérapeutique. Et du coup, il a commencé à creuser les effets de l'illumination infrarouge sur les neurones. Il y a
pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus aujourd'hui. Et à Clinatech, ils ont développé un dispositif qui amène au plus près de la zone qui dépérit dans la maladie de Parkinson au sein du cerveau, de la lumière infrarouge à l'aide d'une petite fibre optique. Donc, c'est le dispositif que vous voyez sur la diapositive en haut à droite. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être implanté dans le même dans la même idée que l'implant BCI pouvait être implanté. Et donc, il y a tout un travail qui a été mené sur les 7-8 dernières années pour montrer qu'il y avait des résultats avec cette solution-là et que ce n'était pas nocif. Et donc, tous les résultats préliminaires, la recherche préclinique a amené les autorités de santé à valider un essai clinique qui a démarré fin 2019. Alors, il a été un petit peu décalé dans le temps à cause du confinement en 2020. Mais aujourd'hui, donc, c'est un essai clinique qui a démarré, dans lequel il y a déjà 2 patients inclus qui ont été opérés. Il y a un 3e patient qui va être tiré au sort, entre guillemets, d'ici la semaine prochaine pour savoir s'il fait partie du groupe implanté ou du groupe de référence. Et donc, cet essai clinique va durer 4 ans et ça va permettre de valider en fait, l'efficacité de ce traitement à base de technologie sur la maladie de Parkinson. Donc, on attend beaucoup et donc, les patients qui ont déjà été implantés sont bien entendu suivis par un médecin. Ils ont des contrôles très réguliers. Et aujourd'hui, la première patiente qui a été implantée, ça va bientôt faire 1 an. Elle avait été implantée début mars 2020. Elle va très bien et donc elle va réaliser les premières examens, étapes à 1 an de son opération. Donc pour nous, c'est un très très beau résultat et on espère avoir des résultats très positifs par la suite sur l'efficacité du traitement. Voilà. Et donc, le dernier projet que je veux aborder, qui est en lien avec la maladie d'Alzheimer, c'est voir si cette thérapie d'illumination infrarouge, qui a un rôle sur les neurones et d'autres cellules du cerveau, notamment ce qu'on appelle les astrocytes, peut être appliquée et est-ce qu'elle est efficace dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, qui est aussi donc une maladie neurodégénérative. L'illumination infrarouge aujourd'hui, elle est testée dans différentes maladies neurodégénératives et les effets qu'elle peut avoir sur les cellules laissent espérer qu'elle va permettre alors pas forcément de solutionner toutes les maladies neurodégénératives, mais d'avoir un effet au moins pour ralentir le développement de la maladie. Ça permettrait d'améliorer la qualité de vie des patients, bien entendu, mais c'est des choses qui sont faites en parallèle aussi des développements pour diagnostiquer au plus tôt la maladie, puisque plus tôt on diagnostique la maladie et plus tôt on peut mettre quelque chose en place, on peut trouver des solutions qui vont être efficaces à plus long terme. Donc voilà, et donc aujourd'hui, ce projet d'illumination infrarouge dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, elle est portée par un professeur, le professeur John Mitrofanis, qui travaille sur l'illumination infrarouge depuis pas mal d'années, qui est déjà venu à Clinatech, qui aujourd'hui travaille à Clinatech, il vient de Sydney, c'est un Australien. Il a participé au développement de l'implant pour la maladie de Parkinson, et aujourd'hui, c'est lui qui porte ce projet-là au sein de Clinatech, avec une petite équipe qui l'entoure. On a des post-doctorants qui travaillent sous différentes thématiques. On va essayer de voir, en faisant de l'imagerie fonctionnelle, comment l'infrarouge agit sur le cerveau en temps réel. Donc là, il y a des petits développements à réaliser sur le système d'illumination infrarouge pour pouvoir l'utiliser en même temps dans un IRM, par exemple. Il travaille sur de la recherche très fondamentale pour arriver à mesurer les échanges entre les neurones. On sait qu'aujourd'hui, les neurones échangent de l'électricité, mais ils échangent aussi ce qu'on appelle des biophotons, donc des petits photons qui portent des messages. Donc, on aimerait pouvoir arriver à les mesurer et pouvoir distinguer un signal positif de la part d'un neurone et un signal négatif qui pourrait être donc une solution pour détecter la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies neurodégénératives éventuellement. Donc, c'est un gros projet d'envergure et qui est porté par plusieurs personnes à Clinatech. Et on partagera de toute façon avec la Fondation Alzheimer les résultats qui pourront être sortis de ce travail-là avec un grand intérêt. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, qu'elles soient générales ou spécifiques sur Clinatech, je serais heureuse de vous répondre.
Merci beaucoup Malvina. Bonsoir à tous. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois en cette nouvelle année, je suis Magali Dumont, déléguée scientifique à la Fondation Alzheimer, et je serai ce soir le modérateur, donc le porte-parole de vos questions. N'hésitez pas, on est en petit comité ce soir, donc vous pouvez nous adresser vos questions ou vos remarques dans l'onglet questions. Merci beaucoup Malvina. Alors c'est troublant ce type d'innovation parce qu'on se dit que finalement l'électronique est au service de l'humain et ça a l'air de très très bien fonctionner. Je vais commencer par une question assez générale. En moyenne, combien de temps il faut pour développer ce type de technologie entre le moment où on y pense et le moment où on va par exemple implémenter le premier patient ? Alors, pour le projet BCI, c'est effectivement des technologies qui ont été développées spécifiquement pour ce projet-là. Donc, c'est vrai qu'on est parti un peu de zéro, alors que des fois, on peut récupérer des choses qui ont déjà été développées. Et donc, la réalisation technologique de tout ça, ça a mis 7-8 ans à être opérationnel. Et bon, bien entendu, au début, il y a eu des tests avec le patient et en fait, on a été très positivement surpris puisque que ce soit l'implant ou que ce soit l'exosquelette, la mise en œuvre avec le patient s'est très très bien passée dès le début. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours des évolutions et il faut bien penser que c'est un projet de recherche, donc c'est pas un produit. Et donc, c'est sûr qu'on passe pas par une étape de certification qui est très compliquée quand on veut vendre un produit dans le domaine médical. Donc, voilà, que ce soit l'exosquelette, que ce soit l'implant, même s'ils ont suivi beaucoup de normalisation et de contraintes réglementaires pour être utilisés, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut vendre. Et donc, si on veut en faire un produit, il y a encore du travail à faire et donc encore des développements technologiques pour passer à cette phase d'industrialisation de systèmes de recherche médicale. Mais au total, du coup, le projet BCI, il a démarré il y a une quinzaine d'années quand même. Et c'est vrai que c'est pareil, l'essai clinique, c'est quelque chose qui prend du temps. Et bien entendu, pour lancer l'essai clinique, il faut avoir toutes les autorisations en amont. Et voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Et la recherche en santé et en microtechnologie, c'est quelque chose qui n'est pas très lent. Donc, il faut être patient. Par rapport justement à ce que tu disais sur le temps que ça prend et justement les particularités de ce type de technologie, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour elles seront utilisables par tous les patients ? Si je prends par exemple le cas des patients parkinsoniens ou des patients Alzheimer, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des patients jeunes, moins jeunes, avec des formes plus sévères, moins sévères, est-ce que selon toi, ces technologies pourront être applicables pour tous et sous toutes leurs formes ? Si on regarde par exemple la stimulation cérébrale profonde, donc la DBS, c'est une stimulation électrique avec une électrode qui est implantée. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de patients dans le monde qui, grâce à cette technologie, ont une vie à peu près normale parce que du coup, ils n'ont pas les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Alors, il faut bien dire que c'est des gens chez qui les solutions pharmacologiques ne marchent plus. Donc, c'est vraiment une étape ensuite. Qu'est-ce qu'on fait après avoir pris des cachets pendant 10 ans et que le corps s'est habitué et qui répond plus à ce traitement-là. Et donc, aujourd'hui, il y a tout type de patients qui sont implantés. Et si l'essai clinique avec l'illumination infrarouge fait ses preuves et montre qu'effectivement, il y a un effet de l'illumination infrarouge, il n'y a pas de raison pour que la typologie des patients à qui on puisse appliquer cette technologie soit limitée. Ce qu'on espère même très fort, c'est que cette technologie-là permettra d'anticiper, en fait. Il faudra en fait, les personnes doivent être implantées le plus tôt possible pour que les neurones qui dégénèrent en fait, soient tout de suite guéris ou en tout cas aidés à continuer à vivre pour que la maladie progresse le moins possible et qu'elle soit prise vraiment dans ces stades précoces. Et donc, ça permettrait effectivement de toucher des patients qui parfois peuvent être, entre guillemets, jeunes. Et une fois que c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, quoi. Une fois que les neurones ont été de façon dégénérés, on ne peut pas les réanimer ou leur redonner de l'énergie. Donc, pour ça, ce serait... on va attendre la fin de l'essai clinique, c'est important, mais ce serait un grand espoir pour ce type de maladie-là, ouais. Alors, on a une question d'un participant, Philippe, qui se demande quel est l'effet de l'infrarouge sur les cellules du cerveau.
Alors, l'infrarouge, en fait, il a été montré dans pas mal d'études scientifiques qu'elles ont un rôle au niveau de, on va dire, la centrale énergétique des cellules, en fait, au niveau de la mitochondrie, qui est c'est ça, c'est ce qui produit l'énergie dans les cellules. Et en fait, c'est ce qui permet aux cellules et aux neurones aussi, et ben, en fait, d'être vivants, dynamiques, en forme, etc. Et donc, si la centrale énergétique, elle marche plus, et ben, le neurone, il dépérit et il finit par disparaître. Donc, l'infrarouge agirait au niveau des mitochondries. Alors, les phénomènes physiologiques, mécanistiques au niveau de la cellule, c'est encore pas complètement élucidé. Et justement, à Clinatech, on a démarré un projet l'année dernière. Alors, c'est un projet très, très fondamental, hein. C'est des expériences au niveau des cellules, etc. On va venir les illuminer avec de l'infrarouge et on va essayer de quantifier les différents biomarqueurs qui vont être créés par la cellule et qui peuvent expliquer le mécanisme propre de l'infrarouge au niveau des cellules. D'accord, c'est très intéressant et on espère effectivement que les essais cliniques donneront raison à ces nouvelles technologies. On est Merci. confiant puisque les essais précliniques ont été concluants, donc voilà, il n'y a pas de raison que les résultats à la fin ne soient pas positifs. Maintenant, il faut arriver aussi à les quantifier et se rendre compte aussi du bénéfice par rapport au risque de l'implantation. Donc voilà, l'essai clinique, donc il nous reste encore 3 ans, ça nous permettra d'évaluer tout ça. Merci beaucoup Malvina. Alors si vous avez d'autres questions pour Malvina, on pourra les reprendre à la fin, quand les 3 experts auront terminé leur présentation. Là, on va passer à la deuxième présentation, qui est celle du docteur Pierre Foulon, et qui va nous parler ce soir des thérapies digitales, donc totalement différent de ce dont nous a parlé Malvina. Pierre, nous t'écoutons. Bonsoir. Je précise que je ne suis pas médecin. Docteur PhD, j'imagine. Non, même pas. Même pas, bon. Parcours dans les technologies, mais non, je travaille beaucoup. Donc Pierre Foulon tout court. Oui, je vais me présenter directement. Donc c'est moi qui fais passer les... Voilà. Donc je m'appelle Pierre Foulon et je dirige toute l'activité France du groupe MindMaze, qui est une société spécialisée en thérapie digitale. Et aujourd'hui, on est à peu près sur tous les continents. On a grosso modo 200 personnes dans le monde et on ne fait quasiment que ça. Donc, une thérapie digitale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un traitement qui a fait tout son processus de validation clinique qui se présente sous une forme numérique. Donc, ça peut être une application sur un mobile, sur un ordinateur et autres. Ça peut être aussi un objet connecté. Et il a pour vocation soit de prévenir, de gérer, de traiter ou de mesurer ou de dépister aussi, on peut rajouter un trouble médical ou une maladie. Donc, c'est une approche complémentaire au traitement qui existe. Et pour cela, il faut être structuré. Donc, nous, on est basé dans différents hôpitaux, mais c'est vrai alors, je dirige un laboratoire de recherche à l'Institut du cerveau, un LabCom qui s'appelle Brain Innovation, qui est co-dirigé par le professeur Marie-Laure Welter, qui est spécialiste de la motricité. Et on travaille comme ça sur plusieurs pathologies qui sont tout ce qui est autour du neurodégénératif ou atteinte du cerveau. Donc, sur l'AVC, sur Parkinson, sur les troubles cognitifs Alzheimer et en autisme aussi et autres. Voilà. On a une feuille de route qui est représentée ici. Quand on travaille, c'est qu'on va donc identifier un besoin de santé publique. Donc, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Je vais vous présenter certains de nos résultats. Et on va créer donc ce qu'on appelle une thérapie digitale que je viens de vous décrire. Et ensuite, on va suivre tout un processus de validation clinique. Donc, c'est les phases 1, phase 2, phase 3. Et on peut dire qu'on suit le même processus qu'un médicament, en fait. On va ensuite aller un peu plus loin, on va aller mesurer l'impact médico-économique. Donc ça, c'est aller mesurer l'impact que va avoir cette innovation dans le système de santé publique français.
Ensuite, on va faire tout un travail de mise en conformité réglementaire. Grosso modo, c'est devenir un dispositif médical. Donc, à partir de là, on peut être prescrit, on peut s'adresser aux patients et on commercialise à travers des plateformes que nous avons, qui s'appellent soit le MindMotion, soit Curapi. Et là, on s'adresse à la fois aux professionnels de santé et aux patients. Alors, la maladie d'Alzheimer, bon, je pense que tout le monde ici maîtrise un peu toutes ces données. Hein. Donc, il y a beaucoup de troubles de la cognition et beaucoup de troubles du comportement. Et tout ça, ça donne une perte d'autonomie et de l'adaptation à la vie quotidienne. Donc, nous, quand on travaille sur cet axe-là, on va prendre un axe qui est complètement digital et on va travailler sur plusieurs axes que je vais vous décrire. Et on utilise beaucoup les environnements ludiques parce que quand on a un patient qui utilise nos solutions, il faut comprendre qu'en fait, il est soit en rééducation, soit il utilise en fait toutes nos solutions de manière extrêmement régulière. Une séance de rééducation, ça peut être 1 heure tous les jours. Donc, le fait de créer un environnement ludique, on a une adhésion du patient qui est très forte. Il a envie de revenir parce qu'en fait, les ressorts du jeu, vous savez, sont toujours très importants. Mais en plus, l'autre avantage que l'on a, c'est que en créant des avatars et autres, on peut demander à nos utilisateurs de faire un certain nombre de gestes répétitifs qui sont des actions de jeu. Donc, c'est toujours très bien accepté. Et on peut demander de faire beaucoup de choses. Donc, vous allez voir un exemple sur un jeu qui s'appelle Xtorp, qui s'adresse, il faut le comprendre, à des personnes qui sont en début de la maladie d'Alzheimer. Ils sont diagnostiqués, ils sont à un stade très léger. Et je vais demander donc à Marion de lancer la vidéo et de couper mon micro. Aux commandes de son sous-marin, Jean Sanchez torpille ses ennemis. À 73 ans, ce retraité souffre de légers problèmes de mémoire. Des troubles épisodiques qui lui font parfois perdre la notion du temps. Pour entretenir ses capacités, Jean vient donc chaque semaine dans cet établissement niçois dédié à la mémoire. Donc il faut couler 2 cargos, donc 2 bleus. Donc toujours pareil, quand vous faites les mouvements, pensez à bien lever les jambes à chaque fois. Un des concepteurs du jeu encadre les exercices sur le Xtorp, un jeu de bataille navale à visée thérapeutique. Là, il fait de l'activité physique et de l'activité, on dit cognitive, ou peut-être pour vulgariser, c'est pas exactement pareil, mais intellectuelle, pour stimuler de manière générale son corps, son cœur et son cerveau. Merci. Je peux récupérer la main, voilà. Merci. Donc, vous avez vu sur ce jeu, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On va travailler sur de la stimulation physique. Grosso modo, on est en activité physique modérée, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence cardiaque aux alentours de 50-55%. Ça ressemble un peu, si vous voulez, à une personne qui ferait du tai chi pendant un certain temps, pendant 1 heure. On arrive à peu près à cette augmentation de la fréquence cardiaque. C'est un jeu dans lequel il y a énormément de stimulation cognitive. C'est un jeu dans lequel on trouve beaucoup de stimulation comportementale et puis on est, comme je vous disais, dans un contexte émotionnel positif. Ça, c'est les règles de base. Et puis, ce que vous voyez au-dessus, c'est que les personnes font des activités qui sont répétées, intensives, sur des durées. On fait des séances d'utilisation qui sont de 45 minutes, d'1 heure, sans problème. On est dans un environnement interactif et multijoueur. Et puis, on mesure beaucoup d'effets d'utilisation parce que dans le jeu, on a inséré tous les tests de mesure d'évolution de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez? Et tout ça, ça va nous porter à une certaine efficacité. Donc, on travaille, nous, quand on fait ce type de jeu, on travaille beaucoup en objectifs thérapeutiques à atteindre. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'activités physiques qui sont utilisées dans le jeu. Tout ce qui est coordination motrice, aérobie, là, on travaille beaucoup sur la stabilité, sur l'équilibre et sur le renforcement musculaire. Et vous avez en haut un certain nombre d'actions qui sont faites par le joueur. On travaille aussi beaucoup en fonction cognitive, donc
en jouant, les personnes font toutes ces actions, là, tout ce qui est coordination, tout ce qui est mémoire visuelle, l'anticipation, puis toute la rotation mentale et les contrôles inhibiteurs. Et c'est un jeu, en fait, c'est un redoutable outil d'entraînement et de mesure en permanence. C'est un outil qui mesure jour après jour l'évolution du patient. Voilà, donc ça, c'est quelques tests que l'on a mis dans le jeu, qui sont des tests classiques, hein, pour ceux qui sont professionnels de santé, hein, on a le go, no go, etc. Voilà. On a commencé à travailler sur ce jeu en 2011 avec donc les équipes du professeur Robert au CHU de Nice, et puis on a fait une première étude en 2013-2016 sur 10 patients où on a vérifié le prototype, et puis on est allé jusqu'en 2019-2020 à faire une étude multicentrique de phase 3 sur 178 patients sur 18 centres en France. Et on a eu des résultats cliniques qui sont très intéressants que je vais vous décrire juste après. Voilà, donc on a dans les résultats de cette étude, on a les effets que je vous dis qui sont mesurés 3 mois après la fin d'étude, et on peut noter une diminution ce qu'on appelle le NPI. Donc, c'est l'outil scientifique qui mesure les comportements du patient. Donc, on peut dire qu'on améliore de 35% les comportements des personnes qui utilisent notre produit. On a une diminution très importante de l'apathie, qui est un fléau dans la maladie d'Alzheimer. Donc, l'apathie, c'est l'absence de motivation pour faire des choses, pour faire des actions, pour reprendre un peu, enfin, pour être dans une certaine normalité de vie. Et donc, on a aussi un très bon impact positif sur la motivation. Voilà. Donc, ce sont des résultats c'est une application qui s'utilise à la maison ou en institution. Et on a donc ces résultats qui nous ont permis de passer toutes les étapes pour être un dispositif médical, et c'est quand même un jeu qui est utilisé par plusieurs milliers de personnes aujourd'hui, et on est en train de préparer une commercialisation à grande échelle parce que ça nous est de plus en plus réclamé, donc on va le déployer, je pense, d'ici à peu près entre 4 et 6 mois, quoi, mais de manière vraiment assez globale. Voilà, donc aujourd'hui c'est un dispositif médical de classe 1. La réglementation européenne change, donc on est en train de passer en classe 2, et puis on est en train d'étudier pour avoir un agrément FDA, c'est-à-dire pouvoir s'adresser au marché américain. Et ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est modélisé ici dans l'utilisation que l'on fait de nos outils. Donc, dans l'image en haut à gauche, on a un patient qui utilise nos outils avec son professionnel de santé. Mais comme c'est des jeux qui sont aussi multijoueurs, dans l'image qui est juste à côté en haut à droite, c'est plusieurs patients qui font le même jeu à la fois, et donc un professionnel de santé qui peut être un kiné, un psychomotricien ou un médecin ou autre peut comme ça utiliser nos produits sur plusieurs personnes à la fois. Et ce qui nous intéresse énormément, ce sont les images qui sont en bas, c'est-à-dire le prolongement de ce que fait le patient avec son professionnel de santé à la maison. Et là, on le retrouve donc soit tout seul, soit accompagné d'autres personnes qui sont plutôt l'environnement familial ou les aidants. Voilà. Et nous, on est au carrefour, c'est l'image qui est au milieu, on est au carrefour de tout ça avec les données de santé et tous les outils de paramétrage en direct de ce jeu par le professionnel de santé. Voilà, bon, si ça vous intéresse, il y a un blog sur lequel on met quand même beaucoup d'informations qui s'appelle santédigital.fr qui reprend beaucoup d'articles de veille et autres sur ce type de produits. On a un outil sur la maladie d'Alzheimer aussi qui est avec de très très bons résultats cliniques, un outil qui dépiste la maladie d'Alzheimer. Bon, mais c'est un sujet trop vaste pour que j'en parle aujourd'hui. Et puis, on intervient beaucoup sur la maladie de Parkinson aussi, où on a beaucoup travaillé sur la réduction des chutes et on a de très bons résultats. Voilà, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Et je ne sais pas si je vais pouvoir rester jusqu'à la fin, par contre. Merci beaucoup, Pierre. On fera au mieux pour que les questions qui te concernent soient toutes posées maintenant. J'en ai une première. Oui.
Les essais que vous avez réalisés ont été faits sur des patients en début de pathologie. Oui. Est-ce que tu penses que ce sont des outils que l'on pourrait aussi utiliser en prévention? Oui, C'est-à-dire avant même absolument. que les symptômes arrivent? Il faut quand même arriver à cibler les personnes qui sont concernées. Donc, C'est ça revient en fait. Moi, j'avais fait une petite boucle sur l'outil que l'on a qui s'appelle Santé de cerveau, que l'on a créé avec le professeur Bruno Dubois. Donc, peut-être que là, vous voyez, on est en train finalement de créer un package entre dès qu'on dépiste, dans tous les cas, il faut agir le plus vite possible. Et ça fait partie de certains outils. Il faut savoir que quand même, tout le monde le sait, il y a quasiment rien sur la maladie d'Alzheimer qui permet d'avoir des améliorations, quelles qu'elles soient. Il y a une petite piste ici. Ça fait partie des premiers projets qui ont terminé tous ces processus de validation clinique. Donc, on commence à avoir quelques résultats. Mais on peut imaginer que le sujet âgé bénéficie de toute façon de la stimulation cognitive par le jeu. Absolument. Peu importe sa trajectoire a posteriori. Oui, on aura peut-être un autre jeu parce que là, vous voyez, beaucoup d'activités physiques. Quelqu'un qui est plus âgé, on va peut-être moins le solliciter de manière physique. Là, c'est une bataille navale de sous-marins, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on utilise les membres inférieurs, donc il faut se baisser pour pouvoir passer sous l'eau. Ça fait partie justement des objectifs thérapeutiques à atteindre qui étaient utiliser les 4 membres, entre autres. Donc, c'est pour ça que c'est une bataille navale à la base. Hein. Il n'y a pas d'autre. Encore une fois, nous, le jeu, il est bâti sur un socle d'objectifs thérapeutiques à atteindre. Et celui-là en était un très important. Alors justement, sur ces objectifs thérapeutiques, je me demandais comment est-ce qu'on fait adhérer les personnes âgées à ce type de technologies qui sont quand même assez récentes, qui ne sont pas forcément des technologies qui sont accessibles pour les personnes plus âgées. Comment vous arrivez à voir ça? On n'a aucun problème pour arriver à ça, parce que même les personnes âgées, on est joueurs dans l'âme et à n'importe quel âge. Donc, et d'ailleurs, c'est étonnamment, même si c'est une bataille navale, ce que me disait le professeur Robert, c'est que c'est presque plus apprécié par les utilisatrices que les utilisateurs. Vous voyez, donc, on passe beaucoup de choses sur les jeux. L'âge moyen du joueur en France, je crois que c'est 45 ans. C'est pas du tout l'adolescent qui sort pas de sa chambre. Et il me semble même que c'est une majorité féminine. Donc, et je veux vous dire même que quand on fait un jeu qui n'est pas très poussé sur les aspects ludiques, on se le fait vite reprocher par toutes les personnes qui doivent l'utiliser et qui ne se sentent pas respectées en tant que joueurs. Donc, il faut vraiment qu'on aille très loin dans les aspects ludiques. Donc, pas d'a priori sur l'accessibilité du jeu. Okay. On a une question d'un participant qui se demande quelle est la fourchette de prix pour ce type de jeu. Alors, c'est une très bonne question. Là, on est en train ça sera sous forme d'abonnement, donc il y a un modèle économique qui est à créer. En France, les choses changent beaucoup actuellement. Hein. Dans la nouvelle loi Ma Santé 2022, il y a un volet numérique très important autour de la télésanté. Qui regroupe beaucoup de choses, la télémédecine, la téléconsultation et autres. Et maintenant, le télésoin. Le télésoin, c'est de pouvoir pratiquer un acte de soins à distance à travers un outil numérique. Donc, on rentre en plein dans cet usage-là, pour la France en tout cas. Et donc, c'est des négociations qu'on commence qui sont assez entamées, hein, qui sont en cours avec les institutions, mais après, ça marche aussi sous forme d'abonnement. Là, c'est utilisé par plusieurs milliers de personnes. Bon, alors, on a fait des abonnements qui sont très, très légers, parce que ce qui nous intéressait, ce n'était pas d'avoir un modèle économique à ce stade-là qui soit viable pour nous. Hein, comme on a fait une étude clinique, on a fait une étude d'usage économique aussi. Donc, voilà. On est en train de tirer les leçons de tout cela et on va se déployer sur le marché de manière assez forte. D'accord. Donc, globalement, on pourrait envisager, ce que tu veux dire, c'est que ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale?
C'est un dispositif médical. D'accord. Alors, une autre question de Chris qui nous demande si vous travaillez sur d'autres jeux de ce type. Oui, on travaille sur la maladie de Parkinson. On a avec de très très bons résultats. On a traité sur la maladie de Parkinson un trouble qui est très important, qui s'appelle le freezing de la marche. Vous savez, c'est quand les pieds sont collés au sol. En fait, les patients ne sont pas sont collés au sol, en fait. Et en fait, l'effet immédiat, c'est que ça provoque une chute. Et donc, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière. Donc, on a travaillé beaucoup avec ça, avec le professeur Marie-Laure Velter. Et on a de très bons résultats cliniques qui sont une réduction des chutes, même quasiment une suppression des chutes chez 7 patients sur 10. Mais là, vous voyez, on a d'autres objectifs thérapeutiques. La maladie de Parkinson, ce n'est pas du tout la maladie d'Alzheimer. On sollicite le patient pour faire des gestes amples, etc. Et on remet le patient en action de pouvoir refaire des gestes qu'il n'imaginait lui-même ne plus pouvoir faire. Vous voyez, il est tellement pris par l'univers ludique et par le jeu qu'il se lâche complètement. Et alors voilà, on a dosé ça pour aller très très haut. Donc on a de très bons résultats. C'est aussi un dispositif médical, c'est aussi un outil qui va être répandu de manière commerciale très largement. Et pour répondre à Chris Humbert, on est aussi en autisme, où on travaille sur l'attention conjointe parents-enfants sur des enfants de très très jeunes, et aussi sur la réduction, l'AVC et la rééducation du membre supérieur et inférieur. Donc on est toujours dans un neuro pur et dur. Et justement, sur ces différentes pathologies, est-ce que vous avez déterminé d'un protocole d'utilisation du jeu qui permet d'avoir des bénéfices? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce qu'il y a justement un minimum requis pour avoir des bénéfices à court et long terme? Oui, on propose un protocole en fonction des profils de patients, mais en fait, les jeux sont complètement paramétrables et ajustables par le professionnel de santé qui va donc lui-même pouvoir faire des réglages et des dosages en fonction de son patient. Vous voyez, qui connaît bien. Et on a aussi un certain nombre d'outils ou un certain nombre de jeux sur lesquels on rajoute de l'intelligence artificielle. Donc, on a le jeu qui s'auto-adapte à l'utilisation du patient. Je prends un exemple simple. Si le patient il joue, puis il est un peu plus fatigué que la veille, le jeu va ralentir. D'accord. Et puis, s'il a plus d'informes, il va s'accélérer un peu. Donc, on a comme ça des agents intelligents qui permettent d'auto-adapter le jeu à l'utilisation. Et qui suivent la progression de la maladie et qui permettent aux patients de bénéficier de manière optimale de la solution. Donc, il faut garder à l'esprit que ce sont des jeux, mais encore une fois, on est vraiment obligé de faire un environnement ludique pour que les patients adhèrent le plus fortement, de manière assez forte à ce type d'outils. Mais le socle clinique, scientifique et puis même éthique, parce qu'on est quand même dans un endroit qui s'appelle l'Institut du cerveau, donc on est sous toutes les rigueurs possibles. En fait, on passe plus de temps quasiment à faire ce socle-là clinique et scientifique que le reste de ce qu'on voit qui est très visuel, qui sont les jeux et autres. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Pierre. Il n'y a pas d'autres questions. Belle réussite. Merci. Les résultats sont vraiment positifs et on espère qu'une majorité de patients pourra bénéficier de cette solution et trouver justement des perspectives positives à la maladie. Merci Magali. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Belle Pinault qui va nous parler cette fois des interventions psychosociales. Oui. Bonsoir Magali et bonsoir à tous. Et effectivement, donc, je vais vous parler aujourd'hui des robots sociaux ou de la médiation robotique lorsque ce type d'outils, ce type de médiation est utilisé dans le cadre d'un programme d'intervention psychosociale qui
qu'on peut proposer aux personnes concernées par la maladie d'Alzheimer. Donc, 2 mots sur la structure où je travaille, que je dirige depuis quelques années, donc, qui s'appelle les Broca Living Lab. Et Alors, Marie-Belle, je pense, s'est déconnectée par erreur. Marie-Belle, si tu veux bien recliquer sur « Participer », puisqu'on t'a perdu. On va attendre quelques minutes le temps que Marie-Belle se reconnecte. oui, Magali, je suis là. Oui, c'est bon. Ça, c'était juste un moment. Et donc, oui, pour vous présenter, donc, les Broca Living Lab, c'est une structure dédiée à la recherche et à l'innovation dans les domaines de la gériatrie. Et spécifiquement, on s'intéresse à la question de l'utilisation des technologies et pour l'accompagnement des personnes concernées par la maladie d'Alzheimer, mais de façon plus large, l'accompagnement des proches aidants et des professionnels de la gériatrie. Donc, notre équipe associée donc, est située au sein d'un hôpital gériatrique, c'est l'hôpital Broca à Paris, Assistance publique hôpital Paris. Donc, on travaille avec les professionnels de l'hôpital. On est aussi une équipe de recherche, donc rattachée à l'Université de Paris, ancien Paris Descartes. Et il y a également dans notre structure une partie qui relève d'une association, que c'est les Centres Experts en Stimulation Cognitive, une association créée à l'initiative de la CNSA et qui s'intéresse au développement et à l'évaluation d'outils qui vont être intéressants pour la compensation de déficits cognitifs. Et donc, comme un Living Lab, c'est une structure qui s'intéresse aussi et qui travaille à la base de la recherche participative associant des usagers. Donc, on travaille effectivement régulièrement dans tous les projets avec les patients, les familles et des personnes bénévoles. Donc, pour parler de la médiation robotique, utilisant des robots sociaux, donc, quelques éléments de définition. Qu'est-ce que c'est un robot social? Donc, on peut le définir comme une entité mécanique avec un certain degré d'intelligence artificielle. Et ça va être assez variable selon les modèles des robots, parce qu'il y a beaucoup de modèles. Je vais vous montrer plus tard quelques-uns. Donc, ces robots se caractérisent pour avoir une présence physique et ceci à différence d'autres types d'outils qui vont être plus dans les domaines virtuels. Et donc, le robot est un objet et cet objet peut avoir différents aspects. Donc, on va retrouver des robots qui ont un aspect animal ou animaloïde, ressemblant principalement à des animaux de compagnie, mais pas que. Il y a les robots qu'on appelle des humanoïdes, qui vont ressembler davantage à l'humain. Il y a des robots qui vont être un peu hybrides, donc qui ressemblent à des machines, mais avec quelques traits soit des humanoïdes ou animaloïdes. Donc, ces robots, on les appelle sociaux parce qu'ils ont un certain nombre de capacités dans les domaines de l'interaction sociale. Et pareil, ces capacités vont beaucoup varier entre un modèle à l'autre. Donc, quelles sont les dimensions qui font rentrer ce type d'outils dans la catégorie d'outils sociaux? Donc, on peut considérer qu'il y a la dimension du langage, de la parole. Et il y a aussi la question de l'orientation du regard. Est-ce que les robots qui sont capables d'identifier le regard de l'autre, mais aussi orienter le regard de façon adaptée. Et il y a aussi la posture que certains robots peuvent adopter lors de l'interaction avec un utilisateur, la dimension gestuelle et aussi la question de gestion des distances. Et après, il y a, je dirais, une grande différence entre les robots qui sont capables de mobilité et ceux qui ne se déplacent pas. Parce que certaines dimensions vont être plus prises en compte, par exemple, pour les robots, la distance, et ça va concerner que les robots qui se déplacent, qui sont capables de bouger. Et dans ces cas, dans ces aspects sociaux, on compte aussi la dimension émotionnelle
Et pas dans le sens que les robots aient des émotions, mais plutôt qu'il y a une modélisation que les concepteurs de robotique et les chercheurs font et de certaines émotions. Donc, ça veut dire que le robot va être capable d'imiter ou de représenter des comportements que la plupart des utilisateurs vont interpréter comme une émotion ou une autre. En général, c'est des émotions, des modélisations, des émotions plutôt simples, mais globalement, on peut identifier globalement si le robot il veut montrer qu'il est plutôt content ou qu'il ne comprend pas la surprise, qu'il a peur. Donc, c'est plutôt les émotions basiques. Donc, ce diagramme nous permet de voir de façon générale la variété des robots qu'on peut catégoriser globalement en deux grandes familles. Les robots sociaux, donc avec quelques images qui nous montrent ce type de robots animaloïdes et humanoïdes. Et puis après, il y a des robots, dans l'autre grande catégorie, c'est des robots sociaux, mais qui sont aussi des robots de service ou d'assistance. Donc, vont être des robots où la fonction principale est définie, par exemple, aider à porter une personne, à porter des objets, être support de téléprésence, mais certains de ces robots ont aussi une dimension sociale. Dans le domaine de la gériatrie et de l'accompagnement des personnes concernées par la maladie d'Alzheimer, les deux modèles les plus connus, les plus étudiés, sont donc les robots humanoïdes Nao, qu'on voit à gauche, et donc c'est un petit robot qui est capable de parler, de se déplacer. C'est une plateforme de programmation. Globalement, quand on achète un robot comme celui-ci, il n'y a pas de contenu dedans. Il faut créer tout le programme, la façon de communiquer, les paroles. On peut régler tout un certain nombre de paramètres. Donc, c'est une plateforme de programmation, mais qu'après, ça permet de l'utiliser dans toute une série d'activités, que ce soit des activités thérapeutiques ou des activités occupationnelles. Et le deuxième, c'est le robot Paro. Donc, c'est un robot créé au Japon qui imite la forme d'un bébé phoque. Et il n'est pas capable de parole et il émet des bruits en réaction à certains stimuli, par exemple les caresses. Et quand on lui parle, il est capable aussi d'ouvrir et fermer les yeux. Et il bouge aussi les nageoires. Donc, c'est un robot où les focus se portent sur les aspects sensoriels. Et donc, c'est les robots, effectivement, les plus étudiés et utilisés pour l'instant en France et globalement dans le monde. Donc, je rappelle, donc c'est important de considérer l'usage de ce type de robots et dans le cadre d'un programme d'intervention non médicamenteuse ou intervention psychosociale. Parce qu'on rencontre parfois une tendance d'interpréter les robots juste comme un objet, mais dans le contexte de l'accompagnement, de la prise en charge, il faut considérer cet outil dans le cadre d'un programme d'accompagnement encadré par des professionnels où le robot joue un rôle, mais que finalement, on s'intègre dans une science d'une certaine façon. Donc, c'est rarement un robot qui est complètement autonome et à qui on demande ou duquel on attend qu'il fasse tout. Donc, pour voir quelques exemples de modèles, d'autres modèles, là, du Paro et du robot Nao que je vous ai montré. Donc, vous allez voir, il y a toute une série de modèles comme les chiens Aibo. Il y a aussi des modèles qui vont être plus machines, comme les robots Tanguy. Et de plus en plus, toute une série de petits robots qui se développent, qui ressemblent d'une certaine façon à des peluches robotisés. Donc, dans toutes ces variétés de modèles, dans la recherche, donc, il y a beaucoup d'études sur les Paro, quelques études sur les Nao et l'Aibo, et déjà en milieu réel, des études de validation clinique. Mais c'est un domaine, il faut dire que la robotique sociale dans l'accompagnement en gériatrie
et ça reste toujours un domaine nouveau, relativement nouveau. Et donc, il y a toujours encore beaucoup de publications qui vont être des publications très expérimentales, avec beaucoup d'aspects techniques à étudier. Mais ça se développe progressivement et on voit que cette forme de médiation est de plus en plus implémentée dans les établissements gériatriques. Et petit à petit, c'est une pratique qui aussi commence à arriver à la sphère du domicile. Donc, quel intérêt dans l'accompagnement de la maladie Alzheimer? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, je dirais que la plus importante, c'est qu'effectivement, ces robots, et surtout les robots programmables, on peut les considérer comme des plateformes, des supports pour différentes activités. Donc, tant qu'on peut créer ses propres contenus, on peut utiliser ces outils et les intégrer à des pratiques très différentes, comme la stimulation cognitive, les séances de psychomotricité, et des séances d'orthophonie. Donc, c'est vraiment comme une autre forme de support, ça pourrait être comme une autre forme de support qu'est la tablette ou qu'est l'ordinateur, mais avec d'autres capacités en plus, parce qu'il y a cette forme et cette capacité d'interaction sociale ou naturelle, c'est-à-dire on peut parler au robot en utilisant la voix sans devoir taper les messages sur un clavier. Et plusieurs de ces modèles réagissent aussi au toucher, et même au regard des personnes. Donc, finalement, c'est des outils qui nous permettent toute une série d'interactions qu'on peut utiliser comme plateforme, comme support pour différentes activités. Et donc, que les professionnels, en ayant effectivement des outils et les programmes nécessaires, peuvent vraiment utiliser pour personnaliser leur travail. Donc, pour quelles indications? Pour cette pratique de la médiation robotique, la première indication qui revient dans la littérature et que nous, on a pu aussi constater dans les différentes études qu'on a menées à l'hôpital Broca, c'est l'aide à la gestion des troubles de comportement. Donc, selon les types de modèles, cette indication concerne davantage des modèles qui vont être plus comme les robots phoques, ou ces robots qui sont animaloïdes, parce que grâce à cette dimension sensorielle, ils vont procurer une sensation d'apaisement à la personne et une expérience agréable qui permet d'aider à la gestion, par exemple, des crises de déambulation, d'agressivité, d'apathie. Et donc, on voit que les soignants peuvent identifier des situations où pour une personne ou une autre, apporter les robots en précaution de situations qui peuvent être compliquées ou quand ils voient que la personne commence à avoir des symptômes de troubles psychocomportementaux, les robots peuvent être une indication intéressante. Et on voit beaucoup aussi d'études où les robots sont utilisés plutôt comme un catalyseur de la relation sociale. C'est-à-dire que les robots vont être comme un objet de médiation et que lorsque les professionnels l'utilisent, l'apportent donc, lors de l'échange avec les patients, grâce aux robots, les professionnels pourront rentrer en contact plus facilement avec une personne qui a des difficultés de communication importantes ou qui est très apathique. On voit aussi des études où les robots ont cet effet même entre résidents, par exemple des institutions comme des EHPAD. Et il y a des expériences où on laisse ces robots à disposition, par exemple dans les espaces communs. Et on voit qu'il y a une certaine forme de dynamique sociale qui peut se créer autour de cet objet. Il y a une personne qui va prendre le robot dans les mains, une autre qui va se rapprocher, et qu'il y a des interactions sociales qui peuvent être favorisées grâce à cet outil. On voit aussi un intérêt de la médiation robotique dans la gestion de la douleur ou du stress, notamment lié aux soins qui vont être douloureux chez la personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Et nous, à Broca, on a développé une des premières études autour des douleurs et robotique sociale. Et les protocoles consistaient à chaque fois qu'il y avait un soin qui était douloureux pour une personne qui avait beaucoup de difficultés à communiquer la sensation de gêne ou de douleur,
Et les soignants apportaient, juste avant de commencer les soins, le robot phoque et accompagner la personne un peu, l'inviter à les caresser si la personne elle voulait. Et donc, les robots jouaient un rôle de distracteur qui permettait de faciliter les soins douloureux. Et donc, on voyait bien dans les échelles des douleurs qu'elle a apporté les robots, effectivement, et avait un impact positif dans les manifestations des douleurs de la personne. Et les soignants considéraient aussi que cette forme de médiation facilitait les soins, il y avait un impact positif sur leur charge de travail. Les robots, des robots surtout, ces robots programmables comme les NAO, les autres robots qui sont capables de parole, peuvent être utilisés comme support de stimulation cognitive. Donc, pour toute une série d'exercices qui peuvent être programmés par des psychologues ou des neuropsychologues. Les robots animaloïdes sont souvent donc utilisés dans des activités de type de réminiscence, et surtout des réminiscences qui tournent autour des animaux de compagnie, de la vie de l'enfant, de les visites à une ferme ou à un zoo. Et donc, finalement, comme outil de médiation, ça va permettre un peu d'initier les échanges, favoriser ces échanges et ces socialisations. Après, des robots programmables comme les NAO, pareil, mais il y en a d'autres qui sont utilisés dans ce sens. Et on peut les utiliser en sciences comme la psychomotricité ou l'orthophonie. Ce qui est intéressant, c'est que comme dans la présentation qui vient de faire Pierre, ce qu'on voit, c'est que les robots, ce qu'ils apportent, c'est la capacité de motiver la personne à participer dans la science. Ça apporte un aspect ludique, innovant et qui favorise l'adhérence aux sciences. Donc, quand nous on considère la médiation robotique, par exemple, en sciences psychomotricité, orthophonie, la psychomote ou l'orthophoniste apporte les robots dans la science, il joue un espèce de jeu de rôle avec les robots. Donc, la science est conduite à deux. Et on voit que pour certains patients, notamment des personnes qui ont un degré d'apathie important, et la présence des robots favorise la participation aux séances. Et enfin, il y a l'accompagnement des personnes présentant des troubles psychoaffectifs où les robots, notamment les robots animaloïdes, peuvent apporter comme une présence rassurante et un sentiment de sécurité. Ils peuvent être apaisés plus facilement, et par exemple, dans des situations, notamment la nuit ou à un moment qui est critique dans les établissements, que c'est lorsqu'il y a une visite d'un proche en établissement et que les proches partent. Donc, souvent, les résidents peuvent se sentir très angoissés et tristes. Et là, la médiation robotique peut avoir un sens. Donc, quel cadre d'utilisation? Ces outils, on peut les utiliser soit en cadre collectif. Donc, sur l'image, vous voyez une séance de l'équipe d'animation à l'hôpital Broca, où les animatrices ont intégré les robots dans leur programme d'activité. Et effectivement, ça apportait du plaisir et les personnes étaient contentes de découvrir les robots. Et il y avait, on retrouve souvent cet apport de favoriser l'adhésion, l'engagement des personnes dans une activité. On peut l'utiliser en séance individuelle. Et l'image que vous voyez, c'est une patiente qui suit un programme de psychomotricité à médiation robotique. Et donc, où il y avait ces jeux de rôle entre la clinicienne et les robots. C'était vraiment conçu, les scripts étaient conçus à trois. Et donc, on sent les patients, les professionnels et les robots. Et là, notamment, c'était les robots qui montraient les mouvements à réaliser. Et on voyait que les patients, même si la clinicienne faisait elle-même les robots, ils étaient très attirés par les robots et suivaient bien les exercices. Donc, là, quelques images sur cette diapositive d'un usage autonome. Et c'est vrai que il faut se poser la question du cadre d'utilisation selon à qui on va proposer la médiation robotique et dans quel objectif. Nous, on recommande souvent toujours faire un usage accompagné
mais c'est qu'il y a des usages autonomes où on peut laisser la personne quelques minutes dans des situations très précises avec les robots, l'interaction avec les robots. Et nous, on préconise qu'il y ait toujours, en tout cas en établissement, quelqu'un qui puisse un peu regarder, même si c'est de façon un peu distante, que l'interaction se passe bien et qu'il n'y ait pas de réaction négative à l'utilisation. Et puis après, donc il y a toute la question de décider finalement l'équilibre entre les types d'interventions psychosociales qu'on propose, soit en établissement, soit au domicile, pour garder un équilibre entre les interventions utilisant des technologies et les interventions plus traditionnelles. On voit de plus en plus donc ces usages à domicile et je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce qu'effectivement, on peut voir les robotiques toujours comme un domaine très expérimental. Ces robots peuvent avoir un coût important et qui vont être très difficiles à prendre en charge par les personnes au domicile. Donc, on les voit souvent en institution. Mais depuis quelques années, on assiste à un développement des robots qui vont être plus accessibles en termes de coûts. Et on les a appelés les robots à coût faible. Et donc, c'est des outils, le prix peut être autour d'une centaine d'euros. Et c'est des outils effectivement très simples. Mais il commence à y avoir des études qui montrent l'intérêt pour certaines personnes et pour certains proches aidants d'avoir des outils de ce type au domicile pour les utiliser aussi dans des situations très spécifiques et à chaque fois selon les besoins et les préférences de la personne. Mais actuellement, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ces petits robots peuvent avoir des bénéfices sur l'anxiété, sur les capacités de communication, les bien-être. Mais c'est aussi le sentiment de plaisir et d'estime de soi, de pouvoir être autonome pour la personne à un moment de la journée sur une activité. Les proches aidants, en général, ils déclarent ils disent que ce type d'outil peut leur aider, peut être utile dans la gestion des troubles émotionnels du proche accompagné. Et ça peut aider aussi à rassurer la personne, les proches aidants, dans le sens où de voir que la personne accompagnée, elle va mieux et qu'elle trouve ces moments plus apaisés et rassurants. Elle va aussi pouvoir aider à calmer sa propre anxiété. Et puis, il déclare aussi parfois les aidants que ces petits moments-là, les proches, dans l'interaction, nous utilisent les robots, et que ça peut leur donner un peu de temps libre, un peu de répit au quotidien. Donc, quelques indications presque pour finir sur les cadres d'utilisation des robots sociaux. Donc, je tiens à rappeler que cette intervention, effectivement, ne convient pas à toutes les personnes avec une maladie d'Alzheimer ou des difficultés cognitives. Et on se rend compte très rapidement de l'intérêt d'une personne à vouloir découvrir un robot social, n'importe quel modèle. Mais c'est une question qui est importante parce que, comme pour toute autre forme d'intervention psychosociale, on ne peut pas, c'est une pratique qu'on ne peut pas forcer, ça doit être pleinement volontaire et ça n'a pas le sens d'imposer cette pratique de forme régulière. Nous, on considère que la robotique sociale s'intègre dans toute une palette d'interventions psychosociales, comme l'art-thérapie, comme peut être le jardinage ou d'autres formes d'intervention psychosociale, et qu'après, c'est une question de choix, de préférences et d'indications. On conseille aussi de voir régulièrement l'attitude de la personne vis-à-vis de l'outil robotique, et de revoir l'indication régulièrement, d'être attentif qu'il n'y ait pas d'effets négatifs, par exemple un attachement trop important à l'outil qui s'est créé de la part de la personne, ou voir qu'il y a un désintérêt après quelques séances, parce qu'il se peut aussi que la personne soit motivée par la nouveauté, mais qu'après, ça l'intéresse plus, et donc du coup, ces effets positifs, on ne va plus les voir. Donc, en institution, c'est important d'avoir ces discussions avec les professionnels, de revoir ensemble, avec une équipe multidisciplinaire, l'indication pour chacun.
Et puis, au domicile aussi, s'il y a des familles qui s'intéressent à ce type d'outils et que ces questions sur la pertinence d'essayer ce type de robots. Et moi, je dirais que c'est important aussi de discuter avec des professionnels qui les accompagnent déjà pour voir si ça paraît être une indication appropriée. Et finalement, nous, avec toute l'expérience qu'on a eue à Broca, avec une expérience en projet robotique depuis plus de 10 ans, avec le professeur Rigaud, et on travaille actuellement, et c'est vraiment quelque chose que nous, on pense que c'est très important, c'est clé pour le développement et l'implémentation de ces pratiques, et c'est cette définition de cadre éthique et pratique d'utilisation du robot. Donc, pour ceux qui s'intéressent, on vient de publier donc, un premier guide d'initiation à l'utilisation des robots socio-animaloïdes qui donne des indications très pratiques aux professionnels, mais qui peut convenir aussi aux proches aidants qui s'intéressent par les pratiques. Et puis, on a aussi des publications en anglais, mais des publications aussi plus simples qui offrent des synthèses sur ce que c'est la robotique sociale et quels sont ses intérêts. S'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé par cet outil, je serais content de vous envoyer. Voilà, donc il y a mon contact dans la diapositive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Belle. C'était une très belle présentation avec beaucoup d'outils qui sont très différents, et en même temps, c'est hallucinant de voir qu'on a recréé en fait des petits animaux robots et que ça marche très très bien. Moi, j'avais une question, mais finalement, tu y as répondu assez bien dans ta présentation. Je me demandais justement si ces robots pouvaient être utiles pour les aidants. Parce que finalement, on se dit, OK, les patients Alzheimer ont la chance de pouvoir en bénéficier, mais qu'en est-il des aidants ? Et du coup, ce que tu disais, c'était que effectivement, les aidants, par le biais d'un temps calme de leurs proches atteints, peuvent avoir des bénéfices. Mais est-ce qu'on peut imaginer, du coup, que les aidants bénéficient aussi de robots dédiés pour pouvoir les aider à libérer leur charge émotionnelle, à prendre une partie de leurs actions en charge. Est-ce que tu peux développer un peu sur cet aspect ? Donc, oui, c'est une question très intéressante. Merci, Magali. Et je pense que là, il faut penser à deux types de robots. Pour ce qui concerne la dimension plutôt psycho-affective de l'aidant, et à mes connaissances, il n'y a pas d'études d'aidants qui eux-mêmes sont utilisateurs de ce type de robots qui vont être plutôt dans les aspects émotionnels. Mais on connaît une expérience qui est très intéressante, que c'est l'utilisation du robot Paro en service d'oncologie pour des personnes qui suivent une chimiothérapie et qui sont très stressés, mais ce n'est pas des personnes âgées, mais des adultes de tout l'âge. Et dans un service d'oncologie, donc ils ont utilisé la médiation robotique et ils trouvaient aussi un effet positif sur la diminution du stress. Donc, c'était un usage très ponctuel. Et je pense que ce n'est pas le type de personne qui va aller après partir avec le robot à la maison, mais en tout cas, sur les moments même, juste avant l'intervention, il y avait ces résultats qui sont positifs. Donc, c'est possible que pour certains aidants, on puisse retrouver cet effet, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études vraiment ciblées aidants. C'est plus des effets positifs, mais par l'effet plutôt que le robot a sur les proches, que les proches aidants vont être rassurés ou que son anxiété va diminuer. Après, des robots qui prennent en charge eux-mêmes les charges de travail, par exemple, à la maison, oui, ça je dirais que c'est un peu les rêves des utilisateurs, des robots qui aident à domicile et qui fait les ménages, qui fait plus de tâches physiques que cognitives ou sociales. Et à vrai dire, c'est un domaine qui reste encore vraiment pas mature. Et les robots aujourd'hui sont capables de faire peu de choses. On commence et maintenant à Broca, on va commencer à tester des robots qui ont la capacité d'attraper des objets et les apporter à une personne, ou ouvrir les frigos et l'apporter à une personne, par exemple, qui a une mobilité réduite. Mais on est à peine dans les tests techniques.
c'est compliqué. Pour l'instant, on n'est pas prêt à mener ça au domicile. J'avais une autre question. Je vais aussi rappeler Malvina et Philippe, puisqu'il nous reste 5 minutes avant la fin de notre événement. Quel a été le degré d'acceptance des professionnels de santé lorsque vous leur présentez l'intervention des robots auprès des patients? Je ne sais pas si tu m'as entendu, Marie-Belle. Oui, l'acceptabilité de la part des professionnels. Oui, par exemple, des ergothérapeutes, des kinés, de tous les professionnels qui sont autour. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur ce sujet? Concernant la robotique, il se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions et souvent on rencontre plutôt une barrière. Et un questionnement sur l'intérêt de cet outil, et ils ne voient pas, et en tout cas immédiatement, qu'est-ce que ce type d'outil va apporter à la pratique. Et je dirais qu'on rencontre plus de barrières chez les professionnels que chez les personnes malades et même que chez les proches aidants. Mais il faut le comprendre aussi dans le sens, bon, finalement, cette pratique, elle a un impact clinique, mais aussi organisationnel, et ça, il faut le prendre en compte. Donc, ça demande aussi de repenser la pratique. Quand on introduit des robots dans une séance de psychomotricité, il faut programmer tous les contenus, et pour que la séance soit vraiment super, il faut passer beaucoup de temps pour que le robot fasse tous les gestes, tout ça, il faut le programmer. Donc, il y a la question des charges de travail, des scepticisme par rapport à l'intérêt, mais une fois qu'ils testent globalement, ils se rendent compte de cet effet sur la motivation chez certains patients, en tout cas. Une autre question pour toi, Marie-Belle. Comment tu expliques en fait que ces petits animaux aient autant de succès? Parce que je suis assez bluffée par l'histoire du petit bébé phoque quand même. Oui, je pense que la réponse est assez simple. Ça rappelle l'animation sensorielle et que pour plusieurs personnes, beaucoup de personnes aiment avoir un animal de compagnie, les caresser. Et ça rappelle cette sensation. Et c'est très basique, mais ça fonctionne. C'est tout simplement, ça fonctionne. Et parfois, quand on compare avec la thérapie par l'animal, c'est vrai que les robots peuvent paraître une option plus simple à gérer. Parce que c'est quand même une charge de travail important. Pour avoir pris un petit robot parotte, pour l'avoir essayé, c'est quand même assez bluffant, hein, même quand tu sais très bien que c'est un robot, parce qu'il a des réactions, il couine un peu, il te regarde, il réagit, il tourne la tête quand tu parles, il se met à vibrer quand tu le caresses, à chauffer, enfin, c'est assez étonnant quand même. Hein. Il y a pas mal d'options qui finalement apportent un peu de lien à un moment où c'est difficile, mais c'est vraiment très bluffant. Ouais. Et les petits animaux marchants. Après, c'est vrai que les effets, qu'il y a cette question aussi qu'on voit dans la pratique avec les robots animaloïdes surtout, ça a un effet très marqué sur les moments. Mais après, on voit dans les études que c'est un effet qui ne se maintient pas très longtemps. Je pense à la différence d'autres formes d'intervention comme les serious games ou des interventions plus d'activités physiques adaptées. La robotique a un effet vraiment émotionnel sur les moments qui durent un peu, mais on ne va pas avoir des effets à des mois d'utilisation. Donc, il y a aussi cette limite, c'est plutôt instantané, mais ça porte sur les moments un peu de bien-être et de détente. Et je me posais une dernière question, Malvina, du coup, en voyant ces petits robots, est-ce que Clinatech s'est lancé ou se lance dans ce type de technologie? Alors en fait, il y a la robotique, et la robotique, c'est des choses qui sont développées depuis très longtemps au CEA. Hein. Les petits Nao et compagnie, à l'origine, c'est des gens qui travaillaient au CEA, donc qui ont sorti du CEA la robotique est souvent appliquée au monde nucléaire, entre autres, et qui sont allés la porter vers l'entertainment, le loisir ou le bien-être ou l'aide à la personne. Donc, c'est des choses qui sont faites. Et par contre, dans Clinatech, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail spécifique sur ce lien-là robot-patient. Je pense simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe pour le porter, mais ça peut très bien être une occasion de dire une équipe
Marie-Belle, par exemple, elle veut venir essayer des choses à Clinatech avec la petite robot. C'est une super opportunité de mélanger tous ces gens-là, les technologues, les patients, les sociologues, etc. Donc, ça peut être super intéressant. Enfin, avec l'exosquelette, il y a quand même pas mal de robotique aussi, quand même. Il y a beaucoup, mais du coup, l'expertise, elle vient du LIST et eux, ça a été un domaine d'application spécifique, c'est les patients, donc plutôt le monde médical. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eux, ils font beaucoup de développement pour tout ce qui est robotique nucléaire, robotique militaire, robotique industrielle, beaucoup de robotique industrielle. Donc, il y a quand même la notion de sécurité du patient qui n'est pas là. Et ça, c'est une notion qui est très importante et qui n'est pas si simple que ça à gérer. Donc, surtout chez les patients de type Alzheimer. Tout à fait. Alors, il n'y a plus de questions de mon côté. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci à tous. Merci à Pierre qui nous a quittés. Juste pour vous dire que là, il est 19h01. On va donc finir à l'heure comme toujours. Je vous rappelle que on se donne rendez-vous le 3 mars. Notre thème, ce sera les aidants et la maladie d'Alzheimer. Et la grande question des aidants, quand on est face à ce genre de problème qui vous arrive dans la vie, c'est par où commencer. Donc, on essaiera d'avoir des éléments très concrets pour voir comment tout ça peut fonctionner avec des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont des aidants, pour justement, si jamais ça devait arriver, pouvoir avoir une idée de par où il faut commencer cette épreuve. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes. Merci à Magali. Merci à Marion, qui était loin de nous, mais qui a quand même pu gérer à distance ce webinaire de manière très efficace. Et donc, au plaisir de vous revoir tous et toutes le 3 mars prochain. Très bonne journée et très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.